À mon tour de vous saluer, je suis très heureuse de passer avec vous cette deuxième partie de journée. Je pense que ce projet de capitale suisse des Alpes va certainement vous intéresser. Ça va sans doute nourrir les conversations et les discussions que nous pourrons avoir dans la partie peut-être très créative, à moins que vous ayez peut-être des questions qu'on posera dans la partie de discussion générale. Voilà, dans cette deuxième partie de rencontre, le thème que nous avons choisi, Pierre-Yves Debon vous l'a dit, c'est vers un approvisionnement durable et circulaire. Un thème qui est un thème majeur aujourd'hui, qui concerne vraiment très directement toutes les entreprises. On le voit au sein des discussions de la COP26 pour prendre un événement de grande actualité. On parle de durabilité, d'économie circulaire, de responsabilité sociale, économique des entreprises. Les entreprises ont un rôle important à jouer et ce n'est pas le cas uniquement pour les multinationales où ça ne se passe pas qu'ailleurs, ça se passe partout, ça se passe chez nous aussi. Et puis la question de l'approvisionnement, alors ça on ne l'avait pas forcément imaginé quand on a réfléchi au thème de discussion, c'est aujourd'hui un thème crucial, hein. Il n'y a pas un jour où on ne parle pas de pénurie de matières premières dans un secteur, dans un autre. Le secteur du bois dont nous parlera M. Bader est effectivement touché également. Donc voilà, c'est une réalité nouvelle peut-être pour une société où nous avons quand même partagé l'abondance pendant de très nombreuses années. Voilà, alors 3 entrepreneurs que j'invite à venir sur la scène vont partager leur expérience. Nous aurons le plaisir d'entendre David Bader, directeur général d'Astori Frères, Raphaël Bianco, Incieno, que vous connaissez certainement, et David Crétenant, directeur de Redelec Technologies. Monsieur Bader, vous pouvez déjà vous installer au pupitre, puisque c'est vous qui ouvrez cette partie de discussion. Donc on aura 3 exposés, ensuite une partie de discussion table ronde. Bien sûr, vous aurez l'occasion de poser des questions et ensuite ce sera la partie apéritif. Donc je ne vais pas m'étaler plus longtemps dans cette introduction. David Bader, que je salue, maîtrise fédérale en menuiserie depuis 21 ans chez Astori Frères et depuis 1 an et demi directeur général d'Astori Frères. Je ne vais peut-être pas présenter très longuement l'entreprise, je pense que vous allez le faire, mais simplement dire que c'est une entreprise qui a été créée il y a plus de 50 ans, spécialisée dans le domaine de la construction en bois, charpente, portes, fenêtres, ameublement. Et c'est un domaine, on le sait, dans lequel la concurrence est très vive. Certaines entreprises ont fait, il y a déjà quelques années, le choix de la délocalisation. Ce n'est pas votre cas. Vous avez choisi de produire en Valais, de continuer à fabriquer ici. Alors, on attend de vous que vous nous expliquiez pourquoi ce choix, qui est un choix sans doute pas forcément facile tous les jours. Voilà, je vous cède la parole. Merci. Bonjour à toutes et à tous déjà. Tout d'abord, je me permets de remercier donc la ville de Sion et son partenaire, la société Loico, pour la possibilité de venir vous parler de ce sujet qui est un sujet qui nous tient à cœur et qui est très d'actualité, qui est l'approvisionnement durable et circulaire. Durant ce petit moment de présentation, je vais vous parler de ce sujet, de la façon que l'on le vit au quotidien dans notre entreprise, au travers de 2 exemples assez concrets. Donc pour commencer, je reviens un petit peu en arrière pour planter un petit peu le décor. Astori Frères, c'est une entreprise familiale qui a été fondée donc, dans les années 60, il y a un peu plus de 50 ans. Aujourd'hui, elle occupe plus de 110 employés, avec en permanence entre 10 et 15 apprentis en formation dans les 2 professions de la menuiserie et de la charpente. Donc nos domaines d'activité sont la menuiserie, la charpente et les fenêtres. Toute la construction bois en fait. Peut-être une répartition, les fenêtres, c'est grosso modo la moitié de notre activité et l'autre moitié répartie 50-50 entre la menuiserie et la charpente. Ça ne dit pas grand-chose comme ça, mais pour les 2 exemples que je vais transmettre après, que je vais vous présenter, ça a son importance. Donc, comme ça a été dit dans la petite présentation, Astori Frères, depuis sa création et au fil des directions, a toujours eu un fil rouge et une raison d'être de maintenir les emplois en Valais locaux et de former, de transmettre le savoir-faire, de transmettre une expérience, de transmettre des compétences au fur et à mesure des générations.
Pour nous, c'est un fil rouge, c'est vraiment quelque chose qui est important. J'en veux pour exemple notre slogan qui est « Le bois fait maison ». Le bois fait maison, ça ne signifie pas uniquement que l'on fait des maisons en bois, mais surtout que tous nos produits, tous nos ouvrages sont construits et fabriqués dans nos ateliers, dans nos locaux, sur la place de Sion. Ça nous permet de maîtriser tout le processus, du développement jusqu'à l'installation. Ça nous permet surtout de pouvoir proposer à notre clientèle un produit d'excellence, un produit personnalisable, et puis de maîtriser le processus avec nos fournisseurs. Alors si c'est vrai qu'en tant que Valaisans, on est tous un peu chauvins, puis qu'on aime le Made in Valais, de le mettre en avant, et puis on est fiers de ça. Par contre, on est quand même obligé de s'appuyer un peu sur des fournisseurs, et on ne peut pas tout avoir sur le pas de porte. Premier exemple que je vais vous montrer, donc, c'est pour nos fabrications de fenêtres bois-métal. Si c'est vrai qu'on ne peut pas avoir que du Made in Valais, pour nous, c'était une importance aussi de pouvoir proposer du Swiss Made. C'est-à-dire que nos fournisseurs ne sont pas tous valaisans, mais par contre, pour ce produit, je pourrais le comparer aussi aux portes, tous nos composants viennent de Suisse, que ce soit de la scierie, donc la scierie avec la seconde transformation, que ce soit le métal, pour la partie des fenêtres bois-métal, le verre, même la colle, qui vient de Lucerne, ou alors les ferments, la quincaillerie qui vient de Soleure. On le met en avant, c'est plus des fournisseurs, mais c'est devenu des partenaires au fil du temps. Et d'avoir des fournisseurs ou des partenaires fidèles, ça nous permet aussi de devenir des clients privilégiés envers ces fournisseurs. Et pendant ce temps qu'on a vécu, vous avez tous vu la pénurie du bois, eh bien, sur ces produits-là, sur les produits de menuiserie, on a pu compter aussi sur nos partenaires locaux, suisses, et sur ces produits-là, on n'a pas eu de pénurie, on n'a pas eu de retard de livraison, on a pu continuer à travailler normalement comme on le faisait avant. Si je prends le deuxième exemple, je vais vous parler de la partie charpente, de la partie construction bois. Sur les pictos, vous voyez du produit, de la matière première, de la forêt, jusqu'au consommateur final qui est notre client, on a une des parties qui est en jaune. Cette partie-là, elle s'est, par la force du marché, par la pression du marché européen, elle s'est érodée au fur et à mesure, maintenant depuis un peu plus de 15 ans, où les scieries, elles ont fermé les unes après les autres. Il est vrai qu'il en reste encore, qui arrivent à proposer du produit suisse, mais avec des prix qui sont difficilement concurrentiels. Donc ce maillon-là, en fait, on l'a perdu. On a perdu un savoir-faire, on a perdu des compétences, et on a surtout perdu une industrie en Suisse. Et pour la remettre en route, c'est très compliqué avec des investissements colossaux. Arrivé ce qui est arrivé, mars 2020, Covid, une économie mondiale qui se met quasiment à l'arrêt. Une année plus tard, printemps 2021, une économie mondiale qui repart en même temps sur toute la planète. Un coup de bélier, avec des acteurs qui n'étaient pas présents avant, donc les marchés chinois ou américains. Et à ce moment-là, on n'était plus devenu un client privilégié pour ces industries du bois européennes. On était un petit îlot au milieu de l'Europe qui consommait quasiment pas sur le volume européen, et donc on n'était plus une priorité. Est-ce qu'on pouvait compter sur nos fournisseurs suisses avant, sur la fenêtre, sur le modèle de la fenêtre? Eh bien, sur le modèle de la construction bois, on était devenus plus que des spectateurs. Et puis on subit le prix, on subit l'approvisionnement, et puis on nous livre du bois quand on peut. Alors certes, ça c'était il y a quelques mois en arrière. La situation d'aujourd'hui, elle s'est détendue, on arrive de nouveau à avoir de la matière, les prix sont montés très haut, ils reviennent un peu à la normale. Donc c'est vrai que la situation d'aujourd'hui, elle redevient viable. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est de l'année prochaine?
ça, on reste toujours des spectateurs et puis on devra de nouveau subir la décision de ces marchés européens. En conclusion, si je prends ces deux exemples et si je réfléchis un petit peu, je me projette, je ne peux pas m'empêcher de réfléchir puis de me dire, mais au final, est-ce que le modèle de la fenêtre qu'on a actuellement, il ne va pas au final suivre ce modèle de la construction bois dans 20, 30 ans? Et si on ne veut pas que notre Swiss Made ou Made in Valais s'arrête, je pense que c'est de notre responsabilité en tant que consommateur, et là je me tourne aussi vers les administrations communales et cantonales, je me permets cette vitrine, c'est de réfléchir aussi pas seulement sur l'entreprise à laquelle on adjuge les travaux, mais bien de savoir d'où vient le produit et où va la valeur ajoutée. Je pense que si on pose tout sur la table, ce sera le 100% des personnes, on fera l'unanimité de se dire qu'on préfère mettre de la valeur ajoutée dans notre économie locale plutôt que de l'exporter dans les pays européens. Voilà. Je vous remercie de votre attention et puis je me réjouis de vos questions dans la deuxième partie. Alors un grand merci à David Bader pour cette présentation qui pose effectivement beaucoup de questions. On va passer maintenant à un secteur assez différent, du bois. On va passer au secteur agroalimentaire. Alors là, on le sait tous, c'est un secteur qui a été très touché par la mondialisation. Il suffit de pousser la porte d'un supermarché pour trouver le monde entier à notre disposition. Il faut toujours bien regarder les pommes qu'on pensait vraiment un produit local. Vous regardez, finalement, elles viennent d'Afrique du Sud, elles viennent du Chili. Enfin voilà, c'est un secteur qui est touché par ce phénomène de mondialisation. Puis en même temps, c'est un secteur dans lequel il y a un vrai enjeu pour des circuits courts, puisqu'il y a de la production qui se fait ici. Alors comment amener les produits qui sont cultivés ici le plus simplement, le plus directement auprès des consommateurs, peut-être en supprimant les intermédiaires, peut-être en sensibilisant aussi les consommateurs. On va voir ça avec Raphaël Bianco. Je vous laisse vous installer tranquillement. Donc Raphaël Bianco, qui est agriculteur, producteur de fruits et de légumes. Il a repris il y a 10 ans l'exploitation familiale à Comté. Et puis depuis, il a fait pas mal d'autres choses. Il s'est diversifié. Il est aujourd'hui co-directeur de Vitamines Locales, qui est en quelque sorte une épicerie en ligne spécialisée dans les produits régionaux. Depuis 2015, il a ouvert l'épicerie locale Inchieno, que vous connaissez tous certainement, en vieille ville. En tout cas, je vous la recommande. Et puis, il est également responsable Valais pour Slow Food et Slow Mobile. Alors, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je ne vais pas me représenter, mais voilà, je suis arboriculteur et maraîcher et bientôt apprenti boucher. Je vais reprendre un apprentissage l'année prochaine chez un collègue à Sierre pour me mettre un peu plus dans ce bain, vu qu'on a ouvert maintenant une petite place à une boucherie dans le magasin. Voilà, il y a quelques années, quand je me suis associé à mon père en vue de la reprise de l'entreprise familiale, il y a plusieurs questions et surtout plusieurs peurs qui me sont venues. Comment est-ce que je peux m'en sortir en tant que paysan aujourd'hui ? Comment est-ce que je peux contrôler mes prix ? Comment est-ce que je peux contrôler le contenu de mon assiette, le contenu de mes cultures, de la graine à l'assiette ? Et pourquoi est-ce que je ne suis pas maître de mes prix de vente ? Ça, c'est un des gros problèmes dans le secteur agricole. Donc, suite à ces réflexions avec mon père et ces discussions, on en est arrivé à la simple conclusion qu'il fallait qu'on diversifie notre entreprise agricole et qu'on crée notre marché, qu'on crée notre propre marché. Donc voilà, l'idée du magasin, elle était née, c'était en 2014. Il restait à trouver de l'argent. Donc je vous laisse imaginer, j'étais jeune, agriculteur et déjà endetté, donc l'accueil des banquiers, c'était pas le meilleur de tous. Donc en collaboration avec un encaveur de la région, Grégoire Décimo, de la cave La Colombe, on a décidé de créer une plateforme de financement participatif. Si je dis qu'on a créé la plateforme, c'est qu'en 2014, il n'y avait que quelques petits acteurs qui étaient là, donc Indiegogo, We Make It, que vous connaissez peut-être. Et puis, c'était surtout, le financement participatif était surtout actif pour le milieu de la culture. Ça se faisait très peu dans le milieu commercial ou agricole. Maintenant, c'est très répandu, mais voilà, en 2014, ce n'était pas vraiment le cas. Donc on a créé notre petit logiciel et puis on a vendu des pommes à l'unité. On vendait des pommes de toutes les couleurs, entre 100 et 5000 francs la pomme.
Et puis, en l'espace de 3 semaines, on a dépassé toutes nos espérances, tous nos besoins financiers. On a pu financer l'entièreté du magasin, donc les chambres froides, les frigos, enfin tout ce qui est dans le magasin, qui a pas mal évolué depuis, mais tout a été financé comme ça. Et puis, donc voilà, les investissements étaient couverts. Il nous restait à rembourser tout ça. Donc on a fixé des remboursements sur 3 ans afin de préserver un petit peu nos liquidités. Et puis tout ça allait être remboursé en fruits, en légumes, en vin et en jus. Donc des produits de notre production où on a un contrôle un peu plus pointu de nos coûts de production. Et une des volontés initiales du projet, c'était déjà de créer un lien, de créer une communauté autour de la clientèle et du magasin. Donc pour ça, on a ouvert le capital de la société dès le départ du financement participatif. Les gens pouvaient acheter des parts sociales et actuellement, on est 51 personnes dans la société. Donc je vous laisse imaginer les apéritifs qui suivent les assemblées générales. C'est toujours intéressant. Donc voilà, ça c'est en théorie, les 51 viennent, mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc voilà, on a ces gens qui étaient là, puis cet appel au financement, il nous a permis de sensibiliser les gens aux problématiques paysannes également. Ça nous a permis de parler des disponibilités, des produits liés à la saison. Tout le monde n'est pas au courant de ça, on a tellement l'habitude de rentrer dans un magasin, d'avoir tout le temps en permanence, que ça a été, et c'est toujours un gros travail pour nous de sensibiliser, peut-être même d'éduquer parfois certains clients ou certaines personnes dans le magasin. Ça nous a également permis de parler des financements dans l'agriculture, des disponibilités, du cash flow dans le milieu agricole, qui est vraiment un gros problème. Donc il faut savoir que quand on travaille dans des structures agricoles comme la mienne, on travaille avec des marchands sur un marché national, avec des paiements par acompte par les marchands. Donc on ne fixe pas nous-mêmes les prix, c'est les marchands qui les fixent. Ils nous payent un premier acompte à la récolte et un deuxième acompte, voire un troisième acompte, parfois à 10 et à 12 mois. Donc c'est des liquidités qui sont très très difficiles, en plus du fait qu'on ne connaît pas ni nos coûts de production, ni nos prix de rachat. Donc voilà, ça c'était quelque chose, moi je voulais essayer en tout cas de m'en détacher un petit peu. Et donc voilà, on a pu sensibiliser un petit peu tous les gens là-dessus, et on a eu les fonds. Il fallait maintenant diversifier l'offre qu'on allait présenter dans ce magasin. Donc on aurait pu choisir la facilité et prendre un grossiste et prendre de la marchandise bon marché, mettre des marges confortables et puis de les vendre et puis d'avoir un seul intermédiaire, mais ce n'était pas le but du tout. On voulait diversifier l'offre et surtout avoir une charte commerciale qui allait diriger tous nos achats et toutes nos ventes. Et puis cette charte, si je vous la résume rapidement et en 4 points, elle dit que premièrement, il y a une préférence systématique aux structures les plus proches du cercle de vente. Si on ne l'a pas dans le premier cercle, on ouvre, mais ça doit rester suisse pour tous les produits. On a un invité, c'est des amis en Toscane qui font de l'huile d'olive parce qu'on n'en produit pas encore un petit peu. Ça commence gentiment sur les coteaux de Fuy, mais ce n'est pas encore ça. Le deuxième point dit qu'on doit offrir une information et une transparence totale sur les produits qu'on vend dans le magasin, donc tant au niveau des labels que des techniques de production, que des personnes qui le produisent. Voilà, on peut donner ces informations et on doit les donner aux clients. Le troisième point qui est important pour nous, c'est que les relations, elles sont non exclusives avec les partenaires, mais elles sont pensées à long terme. Tout ça pour éviter des baisses de prix injustifiées qu'on connaît souvent dans l'agriculture, et puis pour aussi créer une relation de confiance et également de permettre au jeu de la concurrence de s'installer entre les producteurs pour éviter des abus pour le consommateur. Et le quatrième point, le plus important pour nous, c'est que les prix sont fixés par les artisans ou les producteurs. Il n'y a pas de négociation de prix. Les prix, on part du principe que les paysans fixent leurs prix selon leurs coûts et qu'ils savent faire ça en bonne intelligence. C'est tout un apprentissage. Ça paraît peut-être absurde pour vous, entrepreneurs, mais dans l'agriculture, souvent, on nous a dit « produisez, on s'occupera de vendre ». Et puis, on doit se réapproprier tout ça. Et ça prend du temps. Donc voilà, le résultat de ce travail, on peut le mesurer aujourd'hui. On a un peu plus de 15 collaborateurs dans les différents secteurs de l'entreprise. On a un peu plus d'1 millier de références dans le magasin. On a une boucherie. On a une diversité de fruits et de légumes à chaque saison. Ça nous a permis de diversifier l'entreprise agricole aussi. Donc mon entreprise faisait un peu plus de 35 hectares d'arboriculture fruitière, vraiment uniquement en production de fruits à pépins. Et maintenant, on a pas mal diversifié. On a toujours la même surface, mais on a beaucoup de légumes. On a un secteur céréalier aussi. On a beaucoup de collaborations avec des boulangers, des paysans dans la région. Donc tout ça pour nous dire que
que les plans de culture qu'on fait actuellement, ils sont plus régis par des marchands, mais ils sont régis par nos besoins et nos collaborations. Ce qui est c'est une façon de penser complètement différente pour un secteur agricole. Donc, et on trouve maintenant une certaine stabilité parce qu'on connaît de plus en plus notre marché et on arrive à faire des plans de culture selon nos besoins réels. Donc après 7-8 ans, on est plus ou moins bon. Alors on a fait des tests, on s'est planté, on a recommencé, on a fait des essais. Vous avez peut-être vu passer les moris, ça a fonctionné d'un point de vue agrologique, mais c'était pas terrible d'un point de vue des ventes. Enfin voilà, comme vous tous entrepreneurs, on a passé un peu par toutes les étapes, mais c'est ça qui fait aussi le charme de tout ça. Et puis au sein d'Unceno, on a aussi, pour nous, ce qui était important, c'était de créer du lien, de créer vraiment quelque chose d'un peu plus que simplement un point de vente au centre de la ville. C'était aussi d'amener quelque chose en plus. Donc on a fondé une association à but non lucratif qui a pour but de sensibiliser les gens à une consommation locale, à faire des cours pour les parents, pour les enfants, à parler de culture raisonnée. On fait des expériences à la ferme. On va récolter des asperges ensemble, par exemple, pour parler de la difficulté de cette culture. On va les cuisiner ensemble, on fait de l'éveil au goût. Enfin voilà, il y a toute une partie expérience, on appelle ça, au sein du magasin. Et puis ces services qu'on fournit au magasin aussi, de par des livraisons, de par la formation de personnes en situation de handicap, de migrants. On a 2 apprentis maintenant aussi. Voilà, il se passe plein de choses. Et toute cette animation, elle se passe dans le magasin, elle se passe dans le quartier de la vieille ville, et aussi un petit peu à la ferme. Mais nous est venue une question, pourquoi est-ce que les gens des vallées latérales, pourquoi est-ce que les gens des villages et des villes avoisinantes ne pouvaient pas profiter de toute cette connexion entre les différents artisans, entre les différents paysans, pourquoi ils ne pouvaient pas profiter de ces produits frais et de qualité? Donc en association avec Vitamine Local, c'était une société avec qui je travaillais déjà avant l'ouverture du magasin et que je co-dirige maintenant. On a décidé de référencer et de numériser la totalité du magasin, donc ça nous a pris relativement pas mal de temps parce qu'on a tout fait par nous-mêmes. Le logiciel aussi, mon associé est développeur web, donc ça a été un peu plus simple. Et puis, donc voilà, on a référencé la totalité des produits du magasin et on livre actuellement porte à porte en chaîne de froid plusieurs centaines de ménages dans toute la Suisse romande. Donc on a une flotte qui tourne une fois par semaine dans toute la Suisse romande et on a des collaborations avec d'autres sociétés qui font le même travail que nous dans les autres cantons pour limiter un petit peu les coûts. C'est toujours dans un but de collaboration. Donc on n'a pas l'ambition de devenir une grande société, on ne souhaite pas se développer plus que tant, mais on souhaite que notre modèle physique ou numérique il se diversifie et puis qu'il se multiplie en donnant le contrôle et l'accès aux technologies pour les paysans et par les paysans, que ce soit pour leur vente à la ferme, pour les marchés web ou pour les collectivités simplement, qui est un marché relativement important pour le secteur agricole, qui se développe maintenant pas mal avec l'État du Valais, avec les nouvelles réglementations dans l'agenda 2030, entre autres. Donc voilà, vous l'avez compris, l'approvisionnement local, l'économie circulaire et la durabilité, elles sont au cœur de mon métier. Et je pense qu'il est vraiment essentiel d'œuvrer ensemble, que ce soit dans tous les corps de métier, pour une économie inclusive et aux bénéficiaires du plus grand nombre. C'est vraiment, ça me semble crucial de travailler en commun. Et pour résumer le travail qu'on entreprend depuis quelques années au sein du magasin ou au sein de l'entreprise agricole, je dirais que je reste persuadé le jour où on arrivera à comprendre nos paysans, qu'on reviendra peut-être à une agroécologie paysanne de proximité, on arrivera peut-être à avoir une consommation raisonnée et on pourra peut-être résoudre certains problèmes d'écologie, certains problèmes de gaspillage, peut-être mettre même la survie d'un certain monde agricole, je ne sais pas, peut-être ça va un peu loin, mais en tout cas, on pourra peut-être l'améliorer. Et à partir de ce moment-là, l'équilibre entre les désirs et les besoins et la durabilité de notre économie, elle sera respectée. Merci beaucoup pour votre attention. Alors merci beaucoup à Raphaël Bianco. Effectivement, il m'a volé le petit mot que je venais de marquer sur ma fiche en disant modèle très inclusif. En tout cas, une très très belle démonstration du thème que nous avons choisi aujourd'hui d'aborder. On va faire le saut dans un troisième univers. Cette fois-ci, on va se pencher sur les réalités de l'industrie textile avec David Crétenant,
homme aux multiples casquettes politiques puisqu'il est député au Grand Conseil pour Avenir Écologie, mais David Crétenant, c'est aussi un entrepreneur, fondateur de Redelec Technologies. Peut-être que, je pense, beaucoup de gens connaissent l'histoire de cette entreprise, hein, inventeur d'un procédé de teinture du jeans sans adjuvant chimique, avec, on le voit, un énorme potentiel pour donner naissance à une industrie du jeans qu'on sait être très polluante et pour diminuer quand même la pollution, les charges en CO2. Et puis, on va le voir, c'est pas forcément si facile que ça de faire bouger une industrie aussi mondialisée que l'industrie textile. Voilà, il va nous en parler. Je vous laisse la parole, Monsieur Crétenant. Merci beaucoup pour l'introduction. Je me réjouis d'être parmi vous et d'échanger, partager mes réflexions sur l'industrie. Est-ce qu'elle est vraiment en transition vers une économie circulaire? Si oui, à quelle vitesse? Et puis, est-ce qu'il y a des blocages dans cette évolution-là? Alors, j'ai pris justement l'exemple de l'industrie textile. Si vous tapez sur Google économie circulaire et textile, vous aurez cette magnifique représentation avec une belle circularité, avec des produits en fin de vie qui se retransforment en matière première. On en est en fait très très loin. Aujourd'hui, l'industrie textile est une des plus polluantes du monde, hein, c'est 1,7 milliard de tonnes de CO2 par an, 4% des émissions des activités humaines, et puis on est vraiment dans une pure économie linéaire. C'est-à-dire que vous allez prendre des matières premières, les transformer aussi vite que possible en déchets, c'est ce qu'on appelle le fast fashion, et puis plus vous allez produire de déchets, en fait, plus l'industrie du textile se porte bien avec ce mode de faire. Et on a un découpage important entre les acteurs qui se parlent très peu et qui ont très peu de collaboration. Nos clients directs pour notre production, c'est les producteurs de denim. Alors les producteurs de denim, c'est les gens qui fabriquent du tissu. C'est vraiment de pure commodities. C'est-à-dire que ces producteurs, ils sont complètement interchangeables pour les marques. Les marques, quand ils font leurs emplettes, ils peuvent un jour prendre leur tissu chez un producteur de denim en Chine, le lendemain chez un Turc, et puis le surlendemain en Amérique du Sud. Qu'est-ce qu'on leur apporte à ces gens qui ont une grosse pression sur leurs coûts? Ils doivent diminuer toujours leurs coûts. Ce qu'on leur apporte, c'est une nouvelle technologie qui permet de transformer le colorant, l'indigo, qui est le colorant qui est utilisé pour la coloration des jeans. Ce colorant, il est insoluble et normalement, dans le processus normal, on utilise un produit chimique pour le rendre soluble. C'est ce qu'on appelle un agent réducteur qui va donner des électrons à l'indigo, le transformer, il devient soluble et ensuite on va le mettre dans la machine textile. Alors là vous avez un exemple de machine de teinture avec des bains de coloration, c'est vraiment des grosses machines industrielles. Ici sur une machine comme ça on peut produire du tissu pour 20 000 à 60 000 pièces de jeans par jour. La proposition qu'on a développé avec Redelec, c'est d'utiliser directement l'électricité pour faire cette transformation. Donc on supprime le produit chimique, sa nocivité, ses déchets dans les effluents, et puis on diminue le coût puisqu'on n'a plus cette matière première. Alors ça semble assez trivial de penser utiliser directement les électrons d'électricité. Il y avait des brevets déjà il y a une centaine d'années en arrière. Sur cette technologie, mais avec une efficacité pas terrible, disons. Ça veut dire qu'on avait un retour d'investissement, si on calculait avec l'efficacité avant mon travail de doctorat, de 200 à 300 ans. J'ai pu accélérer la vitesse de transformation d'un facteur 100, ce qui fait qu'on était avec un retour d'investissement de 2 à 3 ans. Donc ce qui vient là très intéressant. Et cerise sur le gâteau, on a une diminution de l'impact environnemental extrêmement importante. Si on prend l'énergie consommée pour la préparation du bain de coloration, on divise par 5 l'énergie. Et puis si on regarde la norme EcoPoint qui dit l'impact environnemental, on a une diminution par 8 de l'impact environnemental. Et j'ai fait un petit calcul au niveau mondial. Si nos technologies remplaçaient la technologie actuelle, c'est une économie d'énergie de 2,6 TWh, c'est-à-dire la production d'une centrale nucléaire comme Mühleberg. Donc ça donne un peu l'ampleur juste sur une technologie. Alors vous dites, bon, David c'est bien, il a développé ça, roi du pétrole, ça va marcher, il va vendre des installations
comme des petits pains. En fait, il a fallu 12 ans pour arriver à cette image, une installation industrielle avec nos cellules électrochimiques à l'arrière. 12 ans avec, dans une première phase, 1 million d'investissements en 5 ans pour montrer que ça fonctionnait au niveau de l'échelle industrielle. Puis après, encore 5 ans pour rentrer vraiment dans l'industrie avec un partenaire industriel qui a investi 2 millions. Dans la première phase, c'était... Ça rejoint un petit peu Raphaël, c'était vraiment des amis, on appelle ça les investisseurs FFF pour famille, les amis et les fous. Il y en a d'ailleurs dans la salle. On a une 50aine d'actionnaires qui nous ont permis de lever ce million. Là, c'est revenu en arrière, pardon. Un petit message, là c'est presque un message politique, mais il vaut mieux viser l'efficacité énergétique que d'aller vers le nucléaire, qui est une belle technologie si on ne regarde pas les éléments de sécurité et puis les déchets que ça laissera aux générations futures. Le démantèlement de Mühleberg, c'est 2 milliards. Avec 1 milliard, on offrirait à tous les producteurs de dénime notre technologie. On pourrait leur offrir avec 1 milliard. Donc ça donne une idée de viser l'efficacité énergétique, c'est un peu plus intéressant. Alors pourquoi ça n'a pas été plus vite? Je suis désolé, il y a eu un transfert et puis je pense que les textes ils ont été un petit peu malmenés. Mais la première chose qu'on a fait, c'est de discuter avec les marques en disant aux marques soutenez-nous auprès des producteurs d'énime pour faire adopter la technologie et puis, si possible, pourquoi pas nous aider aussi financièrement à le faire. Alors c'était un niet catégorique en disant mais finalement vous devez vous convaincre les producteurs de dénime d'adopter la technologie et quand ils auront votre technologie, on leur achètera leur tissu parce qu'il est plus écologique. Puis quand on a été voir les producteurs de dénime, ils ont dit non, c'est pas comme ça que ça se passe. Le jour où on arrive à gagner quelques centimes sur le mètre carré de textile, la marque va vouloir ces centimes et va nous faire descendre le prix. Donc votre retour sur investissement, il va s'envoler. Donc on voit que c'était très compliqué. On a eu la chance d'avoir un constructeur de machines qui a décidé d'investir dans notre technologie, d'installer une nouvelle entreprise à Ried qui s'appelle Cedo Engineering pour faire l'industrialisation, puis gagner, en fait, investir sur les 2 premières machines et ensuite gagner sur la vente des machines suivantes. On aurait pu aussi attendre des distributeurs qui aient un effet sur les marques, mais en fait, ils ont surtout un effet sur la communication vers le consommateur pour leur dire consommer écologique, mais très peu en amont. Le consommateur, est-ce qu'il peut vraiment faire changer les choses? C'est aussi une question qui revient assez souvent. Dans la réalité, qu'est-ce qui se passe pour le consommateur quand il arrive face à un jeans? Bon, il va regarder déjà s'il lui plaît, il va regarder le prix, ça c'est quelque chose qui lui parle directement. Et puis, si vous êtes chef de marketing pour vendre des jeans, pour une marque de jeans, si vous avez le choix de donner 3 millions à Roger Federer ou 3 millions à David Crettenand parce qu'il a une bonne technologie à développer, j'ai même pas besoin de répondre quel choix vous allez faire parce que c'est la meilleure manière de convaincre le consommateur de prendre vos jeans, c'est de faire dire à Roger Federer qu'il est super chouette, quoi. Maintenant, au niveau l'impact environnemental, si on pouvait donner une visibilité à l'impact environnemental, c'est sûr que le consommateur il serait sensible et puis pourrait donner un petit peu plus de poids à ça dans son choix. On peut le faire en donnant sur l'étiquette la consommation de CO2. Encore mieux, ce serait avec vraiment cette norme que j'ai montrée tout à l'heure sur l'impact écologique. Donc pour moi, si on veut vraiment faire changer les choses dans l'industrie et puis vraiment pouvoir donner du pouvoir aux consommateurs pour faire changer les choses, il faut une information normée et transparente sur l'impact écologique. Puis chaque fois qu'on a voulu amener ça en politique, étiquette énergétique ou autre, hein, on nous dit « Oh mon Dieu, ça coûte trop cher ». Mais en fait, dans la réalité, aujourd'hui, avec la digitalisation, etc., c'est complètement marginal sur le coût du produit d'arriver à nous sortir ces éléments-là. Pourtant, on va toujours pas les chercher. Et si on sortit ces éléments-là, on peut aussi penser fiscalité écologique. Alors là aussi, ça fait hurler taxe carbone, taxe sur les véhicules, etc. Mais ce qui est très étonnant, c'est que ça fait beaucoup moins hurler de taxer, par exemple, la TVA, qui est une taxe sur le travail, qui est une taxe sur l'intelligence, qui est une taxe sur l'innovation. Donc je ne dis pas qu'il faut des taxes pour élever ce qui revient dans les caisses de l'État, mais il faut peut-être les faire rebalancer d'un autre côté pour pénaliser ce qui cause des dégâts à l'environnement ou au social et peut-être moins ce qui favorise l'innovation.
Alors j'aime bien cette image parce qu'elle donne toujours l'impression que pour sortir de l'ancien monde, il va falloir bouger ceux qui sont assis sur le pouvoir et l'argent, mais c'est bien différent de ça en fait. Souvent, les entreprises, comme vous l'avez vu, un producteur de dénime, il ne change pas, il ne peut pas changer parce qu'il met en difficulté son entreprise quand il va faire de l'innovation. Et ça, c'est quelque chose qui est normal de dire, il faut ce risque-là, je le laisse prendre à quelqu'un d'autre. Et puis souvent, on voit que la population est plutôt du côté de ne pas bouger de ce qu'on connaît, du pétrole, et on a la peine à s'imaginer le futur qui pourrait être plus intéressant en sortant du fossile. Alors, je vais donner un exemple là avec quelque chose dont on parle beaucoup, la voiture électrique. Si on prend l'impact carbone de la voiture essence ou la voiture électrique, il n'y a pas photo, hein, même si vous considérez bien sûr tout ce qui est batterie, etc. C'est 3 fois moins d'impact avec la voiture électrique. Par contre, vous trouverez des publications qui vous disent « Oui, mais si vous produisez l'électricité avec du charbon, on aura le même impact. » Oui, c'est extrêmement logique, effectivement. Il faut produire avec les énergies renouvelables. Puis alors, il y a aussi l'autre réflexe, c'est de dire « Ah, mais on ne bouge pas, on attendra qu'il y ait la nouvelle technologie. » Puis on entend souvent parler de la voiture à hydrogène. La voiture à hydrogène, on peut l'attendre encore longtemps, mais elle ne sera pas plus écologique que la voiture électrique, pour une simple raison. Alors ça, c'est aussi un message d'électrochimiste. Mais si vous prenez l'électricité qui est produite par une énergie renouvelable, vous avez le transport qui vous fait perdre en efficience. Et puis ensuite, quand vous mettez dans votre voiture électrique, vous avez encore une perte d'efficience. Vous arrivez à 76%, c'est un exemple. Si vous avez l'hydrogène, vous devez d'abord produire l'hydrogène, le compresser, le transporter, transformer en électricité dans votre pile à combustible, et puis vous n'avez plus que 30% d'efficacité. Donc voilà, désolé pour ceux qui pensaient que c'était plus intéressant l'hydrogène. Voilà, il faut vraiment qu'on puisse changer cette image-là. En réalité, on a une génération qui est la génération du fossile, et puis il faut arriver à comprendre que la prochaine génération, elle a tout intérêt qu'on sorte de là, et même nous, aujourd'hui, on a tout intérêt de sortir du fossile pour toutes nos activités. Donc il faut informer, s'informer, confronter ses idées et puis surtout expérimenter pour aller vers le monde qui nous convient finalement à tous. Merci beaucoup à Monsieur Crételan. Voilà, je vous laisse reprendre place avec nous. On va aborder cette deuxième partie table ronde autour de cet approvisionnement durable et circulaire. Alors, on a eu un partage de 3 expériences, vous avez vu, dans des milieux extrêmement différents, avec des réalités quand même qui sont pas tout à fait les mêmes. Mais si on prend un tout petit peu de hauteur et qu'on se place dans ce moment qu'on vit aujourd'hui, j'ai dit en introduction, il y a les enjeux climatiques, la COP26 qui fait l'actualité ces jours, et puis l'autre grande actualité qu'on savait pas, avec laquelle on est en train d'apprendre à vivre, c'est l'actualité du Covid, qui a quand même bouleversé beaucoup la vie des entreprises. Si on met ensemble ces 2 facteurs, avec aujourd'hui des pénuries dans l'approvisionnement, on parle de relocalisation en Europe, on se dit on doit sortir peut-être de la dépendance du grand marché mondial, de tout à la Chine, etc. Est-ce que vous avez le sentiment dans vos secteurs qu'on est au début d'une révolution économique, qu'on est en train d'avancer vraiment en faisant des pas significatifs vers une économie circulaire? Ou bien est-ce que ça risque de retomber très très vite? Un petit peu votre sentiment. Peut-être Monsieur Bader. Ah oui, c'est... Non. Ah voilà, c'est bon. J'ai l'impression que c'est vrai qu'on a un moment charnière. Il y a beaucoup de prise de conscience sur la provenance, on analyse beaucoup plus les choses. Maintenant, j'ai aussi l'impression que la solidarité, elle va jusqu'à un certain point, et puis après, il y a l'économie qui reprend. Ça s'arrête au porte-monnaie. Elle s'arrête souvent au porte-monnaie. En tout cas, dans notre monde, c'est un peu la problématique. Et ce que je disais un peu, c'est qu'au final, l'analyse complète du produit, de savoir où va la valeur ajoutée, de savoir quel est le retour sur investissement d'un produit pour une collectivité, je pense qu'il n'a pas assez d'importance. Et si on va vraiment jusqu'au bout,
on verra que les produits qui viennent de l'étranger, bon, on en a besoin, faut être clair. On ne peut pas être seul au milieu de l'îlot, au milieu de l'Europe. Mais je pense qu'on peut se passer de certains produits et puis qu'on a besoin, qu'on peut favoriser aussi l'économie locale. Mais pour ça, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'analyse, et puis ça demande aussi peut-être des fois... Ouais, c'est une charpente métallique. C'est les résistances du marché au changement, voilà. C'est une charpente métallique, ça bouge un peu, je pense. Ouais, je disais donc un peu plus de travail et d'analyse, et puis ouais, d'être franc dans les décisions qu'on prend, et puis qu'elles soient amenées par une réelle analyse. Donc une vraie prise de conscience, mais finalement quand même de la peine à se traduire dans les faits. Alors du côté du secteur agroalimentaire, là aussi on a vu au début du Covid, tout le monde se précipitait dans les fermes pour acheter ses produits, etc. Vous avez l'impression que ce que vous mettez en place avec Inceno, ça va rester, comment il faudrait dire, un marché de niche, ça peut bouleverser quand même le fonctionnement de cette industrie agroalimentaire. Comment vous voyez la situation ? On n'a pas du tout cette prétention-là. Nous, on a juste un petit marché qui nous permet de vivre maintenant de notre métier. Mais je pense que voilà, on l'a ressenti dans la consommation de denrées alimentaires. Les gens sont beaucoup plus sensibles aux saisons, sont beaucoup plus sensibles à la proximité, à d'où vient et comment a été fait le produit. Ça, c'est sûr. Il y avait déjà cette sensibilité-là avant le Covid. Pendant le Covid, c'est sûr qu'on a eu une clientèle, typiquement sur le web, les ventes ont explosé, mais elles n'ont pas explosé parce qu'on était les meilleurs ou parce qu'on faisait bien notre métier. Elles ont explosé simplement, il faut regarder les choses en face, parce que le shop.ch et la Coop n'arrivaient pas à rendre les services qu'ils offraient, donc ils n'arrivaient plus à livrer. Il y avait, je ne sais pas si vous avez acheté un petit peu sur le web durant le confinement, mais il y avait des fois 2 semaines de délai d'attente. Donc c'est une opportunité, voilà, mais ce n'est pas un mouvement de fond. Non, en tout cas de mon point de vue, il y a un mouvement de fond, il y a des gens qui sont sensibles à ça, mais en tout cas dans les ventes sur le web ou au magasin, c'est sûr qu'on a un petit peu plus de clientèle, mais c'est là où on doit faire ce travail de sensibilisation, d'explication et de reconnecter un petit peu les gens à ce milieu-là. Et Monsieur Crétenant, vous avez été assez, je peux dire sombre peut-être, dans la présentation que vous avez faite d'une industrie qui ne veut pas changer. Vous avez le sentiment que là, maintenant, quand on conjugue les différents facteurs, ça peut faire bouger ou pas du tout? Oui, en fait, chaque crise, je pense, c'est le moment de réflexion. C'est peut-être aussi pour ça que je donne un message un peu sombre, c'est aussi pour faire réagir, de dire on a beaucoup discuté, puis il faut peut-être passer à l'action. Et ça, je pense que vraiment la crise, ça va porter à une réflexion nouvelle. On voit vraiment dans l'industrie beaucoup de jeunes, des gens qui sont dynamiques, qui ont des idées, qui quittent leurs entreprises parce qu'ils se disent mais c'est quoi le sens, on va où là? Donc ça va déclencher aussi l'envie chez la direction des entreprises, de donner du sens à ce qu'ils font, de bien le communiquer à leurs jeunes pour garder vraiment la valeur, la richesse de leurs entreprises. Donc je pense là, on va vraiment vers un changement. Je vais prendre juste l'exemple du Farinet pour montrer. On était sur le Farinet, sur ce projet d'ailleurs avec Raphaël aussi qui a participé, et tout le monde nous demandait avant la crise, mais pourquoi ça sert à quoi, mais favoriser le local, mais qu'est-ce que ça veut dire? On a la peine à impliquer les gens. La crise est partie, direct derrière, on a trouvé formidable l'idée de distribuer des bons, exactement ce qu'on faisait avec le Farinet, mais distribuer des bons à la population pour qu'ils favorisent le local. C'est assez intéressant de voir qu'est-ce que ça peut provoquer ce type de crise. Maintenant, les facteurs de changement, ils se trouvent où? C'est au sein des entreprises, c'est au niveau du financement des entreprises. Vous avez évoqué cette réalité qu'il faut quand même qu'on puisse financer des changements à un nouveau modèle économique. C'est au niveau du consommateur. Dans cette boucle-là, les différents intervenants, où est-ce que se trouve le levier du changement? S'il y en a un. Alors, pour moi, dans mon monde agricole et de commerce, il y a vraiment une part d'éducation, je pense.
Donc pour nous, c'est vraiment de la sensibilisation au plus jeune âge dans cette consommation agricole et de saison, d'expliquer la provenance et puis les disponibilités des produits. Pour moi, le changement, il va venir de la génération d'après. Les gens actuellement sont déjà sensibles un petit peu à ça, mais c'est pour ça qu'on a mis en place, typiquement, vous parliez de slow food tout à l'heure, avec la slow mobile, on essaye d'avoir, la ville de Sion nous a soutenu d'ailleurs, de mettre cette roulotte dans le centre scolaire de Bramois. On avait fait un projet pilote pour sensibiliser les enfants à la cuisine, etc., à retrouver un petit peu ces plaisirs-là que tout le monde n'a pas. Et puis, voilà, pour moi, ce changement, il va passer par la génération d'après, pour autant qu'on arrive à la sensibiliser. Alors, c'est du côté des consommateurs, monsieur Bader, j'allais dire Astori, excusez-moi, pardon. Pas de souci. Pour moi, c'est du côté du consommateur. Je pense que la clé doit venir. Après, c'est vrai que là, nous, dans le monde de la construction, les sommes ne sont pas tout à fait les mêmes. Et puis, c'est un peu plus compliqué, parce que côté du consommateur, on va lui dire que c'est 8 à 10% son projet parce qu'il va consommer local. La page, elle est vite tournée. Après, en Suisse et dans notre ADN, on n'est pas tellement non plus pour avoir une industrie qui est sous perfusion, sous subvention. Donc, je pense que les entreprises ont toujours investi, elles ont toujours essayé d'être au devant, d'être à la pointe. On a une ADN d'excellence aussi en Suisse, dans toute l'industrie, que ce soit l'artisanat, l'industrie. Après, je pense que ça passe par une incitation aux consommateurs, peut-être en trouvant on parle d'étiquettes énergétiques, on parle de pousser à la consommation pour Donc vous l'énergie croyez au rôle renouvelable. de la réglementation, justement d'introduire des mécanismes de réglementation qui permettent la transparence et qui permettent vraiment d'amener du savoir jusqu'au consommateur. Oui, après peut-être aussi avec certaines incitations, des facilités, des solutions pour le consommateur en disant voilà, si vous consommez dans des entreprises, dans des produits locaux, avec un réseau court, eh ben, on peut vous amener un plus dans votre vie de tous les jours. Que ce soit peut-être par de l'énergie pour la voiture électrique, par une borne ou quelque chose, ben voilà, on pousse un peu dans ce sens-là. Et je pense que c'est plus dans l'incitation du consommateur qu'on va trouver une solution que dans le subventionnement. Mais cette incitation, c'est qui doit la faire? Pour être un peu plus précis peut-être, les entreprises font des incitations, c'est surtout les pouvoirs publics? Alors les entreprises, je pense qu'elles doivent aussi faire leur part du chemin. Il y a peut-être aussi des solutions à trouver pour du local, du produit locaux. Mais après, je pense que la totalité du chemin ne peut pas être fait que par les entreprises. Donc il y a chacun qui doit y mettre un peu du sien entre les administrations, le consommateur et les entreprises. On doit faire chacun un bout de chemin. Monsieur Crétenant, vous avez quand même un peu démontré que ben voilà, les différents maillons de la chaîne, personne ne se sent tout à fait concerné par le changement. Ça veut dire quoi? Le changement, c'est le consommateur, c'est quand je vais au magasin et que je choisis ma paire de jeans, c'est là que se passe le changement? Mais j'ai aussi dit que le consommateur, en fait, il n'est pas du tout informé correctement, il ne peut pas faire une décision correct, si on veut bien, pour influencer le marché, au-delà de savoir si Roger Federer il a porté ce jeans ou pas, c'est des fois difficile. Alors je pense que le premier élément, je l'ai souligné, c'est quand même l'information, puis on voit à quel point ça défie aujourd'hui par rapport au Covid, on a vraiment cette discussion sur l'information, d'avoir une transparence qui est vraiment là, normée et contrôlée. Je pense que ça peut se faire aujourd'hui sans gros moyens financiers. Et puis là, oui, alors avec cette norme-là, le consommateur peut agir, mais le consommateur qui n'est pas seulement le citoyen, le consommateur qui est la collectivité publique également, les entreprises qui sont aussi des consommateurs. Et puis, pour moi, il y a vraiment un basculement à avoir en matière de fiscalité, c'est-à-dire les conditions cadres. Les conditions cadres, elles doivent être mises en place pour favoriser les bonnes pratiques et défavoriser les mauvaises pratiques qui ont un impact. Et puis à ce moment-là, les entreprises avec ces nouvelles conditions cadres vont automatiquement aller dans le bon sens. Mais là, aujourd'hui, on ne les a pas, ces conditions cadres.
On est quand même dans une situation un peu particulière. On a avec nous là 3 entreprises locales, qui peuvent travailler dans un marché qui ne l'est pas. Hein. Mais enfin, vous êtes installés en Suisse, vous êtes installés en Valais, tous les 3. On parle d'approvisionnement durable, circulaire, et en même temps, on a l'impression que la solution elle n'est pas locale, elle n'est pas chez nous. Tout à l'heure, Monsieur Bader, vous avez dit que vous aviez redécouvert, enfin perçu tout d'un coup la position de la Suisse comme vraiment un îlot. Quand il s'agit d'obtenir des produits, ben finalement, ça ne vient pas parce qu'on est trop petit. On est désarmé ou on est armé? Est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui un message positif? Il y a peut-être, il y a sans doute dans la salle des gens qui se disent, voilà, je pourrais peut-être faire plus avec mon entreprise. Est-ce qu'il y a un message positif qu'on peut dire aujourd'hui? Moi, je pense que c'est possible. Comme je vous disais avant, la moitié de notre activité, c'est sur des fenêtres bois-métal. On ne les pose pas que sur Sion, mais sur toute la Romandie. Et on travaille avec des fournisseurs locaux. Alors après, c'est clair que le consommateur, le maître d'ouvrage, est conscient de ça et il accepte aussi d'avoir un autre produit qu'un produit qui vient de l'étranger. Mais on lui offre aussi un service là-dessus. C'est-à-dire qu'on lui personnalise aussi ses produits, c'est quelque chose, on l'accompagne, que ce soit de l'entretien ou sur la durabilité. Et ben, ça, c'est notre rôle. Et au final, c'est possible, mais avec des produits d'exception. Le produit lambda, il devient compliqué avec que du fait maison. La règle, c'est vraiment l'excellence. C'est vraiment la direction pour des entreprises qui sont installées ici en Suisse. Pour moi, ça passe pas là, mais c'est aussi dans l'ADN des entreprises suisses, l'excellence, pour moi. Est-ce que quelqu'un veut réagir encore? Sinon, je vais passer peut-être à la salle, voir s'il y a des questions. Juste pour un message positif, on a quand même beaucoup de gens qui ont envie de ce changement. Et ce n'est pas seulement les jeunes, il y a des gens qui sont expérimentés. On voit qu'on a quand même un cadre de vie qui est assez idéal ici, qui nous donne envie de collaborer. Je pense que c'est aussi beaucoup par les collaborations qu'on avancera bien, et puis par les belles expériences comme celles qu'on a vues aujourd'hui. Ça doit inspirer les jeunes générations, mais aussi les anciennes, à dire, ben oui, le changement, c'est possible, puis ça doit être un vrai moteur. Alors, merci. On va peut-être passer à la salle. J'imagine que vous avez peut-être les uns et les autres des questions. Il devrait y avoir un micro qui va circuler. N'hésitez pas, un volontaire pour prendre la parole, pour interpeller, peut-être avoir plus de détails sur un secteur ou un autre. Pas de questions? Si, madame, voilà, de ce côté-ci. Le micro arrive. Bonjour, moi j'avais une question pour Monsieur Bianco. C'était sur votre partie e-commerce. Est-ce que vous arrivez quand même à faire du local? Est-ce que vous contrôlez vos clients? Vous aviez dit que vous aviez la livraison chez vos clients, par exemple, avec d'autres entreprises. Est-ce que vous gérez ça ou pas du tout? Est-ce que vous avez des gens qui commandent de n'importe où? Comment vous faites? Par rapport au e-commerce, donc? Oui. Alors, on a Vitamine Locale, ça a commencé vraiment valaisan. Donc ça a commencé, comme tout ce qu'on fait, on fait ça petit à petit. Donc on avait, je sais pas, une dizaine de paniers au début, qu'on livrait nous-mêmes avec nos petites camionnettes toujours dans la région. Et ensuite ça s'est ouvert, on a commencé à travailler un petit peu plus dans les vallées latérales, etc. etc. Donc là toujours, on connaît notre clientèle. Et puis ensuite, on a eu l'opportunité d'ouvrir la Suisse romande avec un de nos associés qui a un centre à Savigny. Et puis, on était toujours complètement indépendants dans nos livraisons, donc c'était nous qui faisions toutes les livraisons porte à porte en chaîne de froid durant ces 2 ans. Et puis là, on a dû restructurer un petit peu pour des questions économiques, parce que c'est des gros coûts de livrer en Suisse romande. Le Valais, c'est un endroit qu'on maîtrise parfaitement. Et puis on s'est dit, bon, un peu basiquement, si on maîtrise les livraisons en Valais avec la topographie valaisanne, on sera capable de le faire en Suisse romande, parce que la densité, elle est beaucoup plus simple à maîtriser dans les villes. Mais en fait, c'est pas vraiment le cas. En plus, qu'il y a déjà un peu plus de concurrence. Donc on s'est associé, c'est pas vraiment une association, mais on travaille en collaboration avec une entreprise qui fait exactement le même travail que nous en Suisse romande. Nous, on s'occupe de leur livraison en Valais et eux s'occupent des nôtres en Suisse romande.
On a un centre de dépôt en commun. Enfin voilà, on essaye d'optimiser chaque secteur, chaque trajet en fait comme ça pour une entreprise et pour l'autre. Et ça fonctionne. Donc oui, alors je ne contrôle pas le dernier kilomètre parce que c'est une entreprise partenaire qui le fait, mais je sais qu'elle le fait selon nos critères et selon nos exigences. Merci. D'autres questions? Oui. Oui, merci beaucoup. Pour commencer, hein, parce que la question est assez systémique, donc je suis vraiment ultra convaincu de ce que vous faites et je pense que c'est absolument génial. Mais ça pose la question, en fait, pour réussir à avoir un tel niveau de qualité, il faut viser l'excellence. Ça a été dit d'ailleurs par l'un de vous trois, et l'excellence a un prix. Pour moi, je vois ça un petit peu comme une forme de lead user, dans le sens où on tire tout le système en avant, mais comment on va faire en fait pour essayer d'amener une dynamique aussi positive à la masse, et notamment aux personnes qui n'ont pas forcément accès en fait à l'excellence. Ouais, c'est une grande question. C'est vrai qu'on est confronté tous les jours à ça. Et je reviens dans l'exemple qu'on avait avant. Surtout dans notre domaine où en fait le monde de la construction bois, je vais dire que sur les plus de 100 entreprises qu'on a en Valais, peut-être les 5 plus grandes représentent le 80% de la masse salariale. Donc effectivement, il y a beaucoup de petites entreprises. Et ils n'ont pas forcément l'accès à l'investissement, enfin pas l'accès à l'investissement, mais ils n'investissent pas forcément autant pour avoir un site de production tel qu'on a la chance d'avoir. Et au final, c'est ces entreprises-là qui vont acheter des produits à l'étranger. Alors, on ne peut pas forcément leur en vouloir parce que c'est l'accès qu'ils ont aussi au marché et qui délocalisent aussi une part de la valeur ajoutée. Ça passe peut-être par le fait que certaines entreprises deviennent des fournisseurs et d'autres deviennent des installateurs, mais toujours en restant en Valais. Et c'est une mentalité qui date, on vient de fêter les 100 ans de notre association, qui date de plus de 100 ans, qui vient compliquer à faire changer. Mais c'est une réalité, et puis à l'heure actuelle, je n'ai pas une solution. Si ce n'est peut-être d'aller dire aux autres entreprises de venir se fournir chez nous, mais ça pose d'autres problèmes. D'autres intervenants, non. Alors, est-ce que quelqu'un souhaite encore poser une question? On a tranquillement le temps. Hein. Oui. Oui, merci. Ma question s'adresse un petit peu à Raphaël. Sur le long terme, donc ce que tu fais se base sur des valeurs très fortes, on l'a vu. Mais si on regarde un petit peu en arrière, il y avait un monsieur qui s'appelait Tutweiler qui avait un peu des belles valeurs aussi, hein, d'apporter à la population des produits bon marché. Il a grandi, ça a donné la Migros, et la Migros, on n'a pas critiqué des intervenants, mais quand même en limitant le nombre de plateformes de fournisseurs, notamment dans ta branche, les fruits et légumes, a quand même apporté un tort à l'agriculture et notamment au prix de l'agriculture. Donc ma question est plutôt sur la gouvernance. Et comment est-ce que dans une génération, 2 générations, on peut s'assurer que ta démarche ne soit pas biaisée et que les valeurs que tu portes aujourd'hui continuent à perdurer? Autant que les valeurs de non-vente d'alcool de la Migros et tout le reste. Mais ça, c'est une bonne idée. On a une charte, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui dirige nos achats et nos ventes. Donc, en tout cas, jusqu'à maintenant, on s'y tient. Après, voilà, qu'est-ce qui va arriver si je vends le magasin et puis je suis plus là? Ça, ce sera plus de mon ressort. Moi, j'ai pas la prétention de vouloir grandir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a eu des opportunités d'ouvrir à Lausanne, à Zurich. On nous a proposé des commerces ailleurs, à Sierre, etc. On a toujours refusé parce que pour moi, dans la philosophie de l'entreprise, il n'y a pas cette envie d'extension parce que ce serait contre-productif par rapport à ce commerce de proximité qu'on a voulu mettre en place. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas d'ambition puis qu'on n'a pas envie de diversifier et d'améliorer ce qu'on fait, mais c'est de garder cette ligne directrice éthique, morale, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, dans nos achats et dans nos ventes, c'est important. Comment faire pour la faire durer? Alors on a ces 51 sociétaires qui sont avec nous, qui ont aussi leur mot à dire durant les assemblées. Donc si je décide de vendre des oranges et des bananes dans notre magasin, je sais que ça ne va pas faire de sens pour les personnes qui nous ont fait confiance dès le début. Et puis on ne va pas le faire, on va être rappelé à l'ordre dans ce cas-là. Après,
voilà, je pense qu'il y a vraiment une relation de confiance et puis de collaboration entre les différents acteurs. Et puis après, ben voilà, nous, pour revenir un petit peu sur la Migros, on n'a pas l'ambition non plus de lutter contre le grand commerce. C'est pas du tout. Nous, on veut simplement travailler avec. On est persuadé que si les agriculteurs arrivent à mettre leurs produits de qualité dans les grandes surfaces, donc en travaillant avec les grandes surfaces, mais en gardant la plus-value chez eux, comme il peut y avoir sur les produits AOP, comme il peut y avoir sur la tête de moine ou sur des produits avec vraiment des valeurs ajoutées, et puis que cette valeur ajoutée, elle soit en possession des producteurs, par les fêtières, par les interprofessions. À ce moment-là, on arrivera vraiment à changer quelque chose. Et puis là, je pense que ce travail-là, on peut le faire en collaboration avec les grandes surfaces. Donc pour nous, ce n'est pas un modèle qui se confronte, qui s'affronte. C'est un modèle avec lequel on doit travailler avec les grandes surfaces. Moi, je serais content d'avoir mes produits dans une grande surface, pour autant que je sois au courant que c'est des produits de qualité et puis qui apportent quelque chose. Je pense que là, on arrivera à changer aussi ce commerce de proximité. Et après, ça pourra peut-être essaimer et avoir de plus en plus de petites surfaces avec une éthique de vente qui est juste. Je vais peut-être répondre aussi, parce que je vois le même phénomène en fait avec l'industrie, parce que l'industrie, on a l'impression qu'il n'y a que les grosses entreprises qui ont du sens, et puis chaque fois qu'il y a une petite technologie comme la nôtre qui va arriver, elle doit être prise dans la grande industrie, et puis si elle a réussi à être là, c'est qu'elle a réussi, ou alors elle a grandi suffisamment en allant chercher des capitaux de manière massive à toutes les startups. On a l'impression que les startups, ça doit forcément être faire énormément de promesses pour aller chercher un capital énorme, et puis après c'est où ça passe, où ça casse. On voit de plus en plus d'entreprises comme la nôtre qui se développent par étapes, gentiment, en mettant pas seulement l'aspect financier au premier plan, mais en mettant aussi les autres aspects, de donner du sens et de la valeur à ce qu'on fait. Je pense qu'il y a vraiment une génération qui est là, qui est en train de changer par rapport à ces aspects-là. D'autres questions? Alors, ça ne semble pas être le cas. Je vais mettre un terme à cette partie de discussion et vous remercier, messieurs, pour ce partage d'expérience qui va certainement nourrir les réflexions. Je vous remercie également tous d'être venus prendre part à cet apéritif économique et d'avoir pris un peu de temps pour ce moment d'échange qui va certainement se poursuivre maintenant. Un verre ou une assiette à la main. Pour la conclusion, les mots de conclusion, je passe la parole à nos partenaires de l'OICO qui nous ont donc aidés à mettre sur pied cet apéritif économique. Le mot de la fin donc à Aude Bréganti. Voilà, ça vous... Merci. Je me demande si vous me voyez au-dessus du pupitre. Je suis obligée de rester dans le micro. Donc vous avez eu la démonstration que nos trois intervenants, qu'on remercie chaleureusement, ont tous investi du temps et ont essayé d'apporter quelque chose pour l'économie circulaire et les circuits courts, aussi bien que ce soit dans la production, dans la fabrication et l'industrie. Nous l'avons maintenant tous bien compris, on a tous un rôle à jouer pour mettre en avant ces circuits, qu'on soit consommateurs, entrepreneurs, innovateurs, influenceurs, pour les plus... IT, émetteur d'idées et vecteur d'information. Grâce à votre présence aujourd'hui, on est heureux d'avoir pu participer à la diffusion de ce message, ce qui est très important aujourd'hui. Nous profitons également d'avoir la parole pour remercier la ville de Sion pour l'organisation de cet événement et aussi pour l'investissement et le déploiement d'énergie qu'ils mettent en avant pour le développement de l'économie régionale. Et là, c'était toute la partie théorique. Je pense qu'il est maintenant temps de passer à la pratique. Donc, on vous invite à passer à la dégustation de petites goodies locales. Donc, on vous remercie encore tous pour votre présence et on vous invite à la salle à manger. Merci.